Je ne sais pas où mon mari est allé pendant 10 ans, mais je suis sur le point d'épouser un autre homme, et ma mère a quelque chose à me dire. J'ai rencontré mon mari, Chris, il y a presque 13 ans, et nous avons été mariés pendant 10 ans. Au début, nous n'étions que des amis, car nous étions tous les deux en couple à cette époque. Nous sommes restés en contact au fil des années et, lorsque j'ai rompu avec mon petit ami, Chris m'a soudainement invité à sortir avec lui. Notre premier rendez-vous s'est plutôt bien passé, et nous avons commencé à nous voir plus souvent. Avec le recul, notre relation a toujours été chaotique et malsaine dès le départ. Il faut dire qu'il m'a trompé à plusieurs reprises au cours de notre relation. La première fois est survenue à peine un mois après le début de notre histoire. Il était parti en camp de randonnée avec ses amis, une activité qu'il faisait chaque année. Pendant ce séjour, il s'était inscrit sur un site de rencontre et parlait avec une fille beaucoup plus jeune, avec qui il échangeait des photos inappropriées. J'ai remarqué un changement dans son comportement à son retour, alors je lui ai posé des questions. Il est resté évasif, alors j'ai décidé d'enquêter. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il trompait avec cette fille en ligne, et j'ai vu leur message. Je l'ai immédiatement confronté, et il m'a dit que ce sont ses amis qui lui avaient montré ce site. Il a tenté de justifier ses actes en disant qu'il ne s'agissait que de photos, mais je lui ai expliqué que c'était inacceptable pour moi. Nous avons eu une conversation sur les limites à ne pas franchir, et au final, j'ai décidé de ne pas en faire tout un drame puisque notre relation ne faisait que commencer. Le deuxième incident est survenu lorsque j'ai découvert qu'il gardait le contact avec son ex-petite amie durant les 4 premières années de notre relation. Elle le contactait parfois quand elle rompait avec un nouveau compagnon, et au lieu de l'ignorer ou de la bloquer, il lui répondait et essayait de la réconforter. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a justifié son comportement en disant qu'il ne faisait que lui donner des conseils innocents et que je ne devais pas m'énerver. Il a même ajouté qu'être ami avec une ex n'était pas un problème. J'étais choqué d'entendre cela et j'ai décidé qu'il était temps de consulter un thérapeute pour nos problèmes de couple. Bien qu'il ait été très réticent au début, j'ai réussi à le convaincre d'assister à quelques séances avec moi. Peu à peu, notre communication s'est améliorée, et la relation a connu des changements positifs à mesure que nous nous rapprochions. Finalement, nous avons décidé de nous marier lors d'une cérémonie intime. Tous nos proches étaient présents, et ce fut une journée joyeuse. À ce moment-là, notre relation semblait vraiment solide et nous étions profondément amoureux. Nous aimions être ensemble et étions satisfaits de notre lien. Nous avions toujours partagé les dépenses depuis le début, et nous avons continué ainsi après le mariage. Mon mari traversait une période difficile, incertain de ce qu'il voulait faire de sa vie, puisqu'il avait abandonné l'université et occupé un emploi peu rémunéré. Sa famille vivait aussi une période compliquée, ses parents se séparaient et son père partait travailler à l'étranger. Sa relation avec sa mère était tendue, et il ne savait pas quelle carrière suivre. De mon côté, j'étais dans une université prestigieuse et athlète de division I, donc ma vie était parfaitement planifiée. Il n'aimait pas quand je parlais de mes études, alors j'évitais le sujet pour ne pas le faire se sentir inférieur. Chaque jour après les cours, je travaillais à temps partiel pour payer ma part des dépenses. Malheureusement, un jour, sans prévenir, j'ai commencé à ressentir une douleur au bras et à la poitrine pendant l'entraînement, alors j'ai décidé de faire un examen médical complet, par précaution. Il s'est avéré qu'il y avait une déchirure dans mon bras nécessitant une opération. Je me souviens m'être senti découragé, pensant que je manquerais quelques semaines d'entraînement. Mais ce n'était même pas la pire nouvelle. Mon médecin a examiné mes analyses de sang et a remarqué une anomalie. Après des examens plus approfondis, ils ont découvert une tumeur dans ma poitrine. Elle était cancéreuse, au stade 2. J'ai fondu en larmes et j'ai tremblé en entendant cela. J'ai appelé Chris pour qu'il vienne à l'hôpital. Le médecin nous a rassurés, la tumeur avait été détectée tôt, donc j'avais de bonnes chances de guérison. Cette révélation a marqué le début d'un chapitre tumultueux dans notre vie. Au départ, mon mari a été extrêmement présent et attentionné. Il passait des heures à faire des recherches sur les traitements et les meilleurs chirurgiens pour retirer la tumeur. Nous avons trouvé un excellent chirurgien à Pittsburgh, et nous avons pris rendez-vous. Obtenir un rendez-vous avec ce médecin n'était pas facile, mais ce fut la meilleure décision de ma vie. Dès le début, il nous a avertis des risques de l'opération et du fait qu'il pourrait devoir retirer une partie du tissu mammaire. Mon mari et moi n'en avions cure, du moment que je survivais. J'ai subi l'opération, et le chirurgien a passé 4 heures à retirer la tumeur. L'intervention a été un succès, et je me souviens que mon mari pleurait de joie dans mes bras. Mais notre bonheur a été de courte durée, 3 semaines plus tard, lors d'un contrôle, on a découvert que le cancer revenait. Je me suis effondré sous le choc, persuadé que tout était sous contrôle. Mon mari a pris les choses en main, discutant longuement avec le médecin pour établir un nouveau plan de traitement. Le processus fut long et douloureux, rythmé par la chimiothérapie, la chirurgie, et le poids émotionnel de la peur de mourir. Les substances toxiques qui circulaient dans mes veines étaient difficiles à supporter. Pendant les traitements, mon mari et moi trouvions du réconfort dans la simple présence de l'autre, malgré les nausées, la perte de cheveux, et les moments de désespoir. Il était à mes côtés, me soutenant avec une constance inébranlable. Notre lien s'est renforcé à mesure que nous traversions ces étapes inconnues ensemble. La chirurgie pour retirer à nouveau la tumeur fut décisive.
Le médecin m'a clairement expliqué que cette fois, il faudrait retirer tout le sein. Je lui ai alors dit que j'avais réfléchi et que je voulais faire retirer les deux. Mon mari et le médecin ont été surpris d'entendre cela. Mon mari a tenté de me convaincre que la tumeur ne se trouvait que dans le sein gauche, et que je n'avais pas besoin d'enlever le droit, mais je savais que je ne voulais plus jamais revivre cela si le cancer se propageait. Tant que j'aurais encore mes seins, je vivrais avec la peur qu'un jour le cancer revienne, et cette idée me terrifiait. J'étais évidemment en colère et bouleversé, mais je savais que c'était la bonne décision pour moi. Mon mari était profondément contrarié, mais ce n'était pas à lui de décider. Il a essayé plusieurs fois de me faire changer d'avis avant l'opération, mais je suis resté ferme. Le jour de l'intervention, il s'est mis à pleurer et m'a supplié de ne pas le faire, mais je lui ai dit que je devais penser à moi d'abord, et que j'étais en paix avec mon choix. Heureusement, la chirurgie s'est bien déroulée. Le pronostic était encourageant, et à la fin du traitement, je portais non seulement les cicatrices de l'opération, mais aussi un nouveau regard sur la vie et sur sa fragilité. Mes parents, qui avaient tant redouté d'autres mauvaises nouvelles, ont enfin pu souffler, j'étais officiellement en rémission. Pendant tout ce temps, une seule chose avait changé, mon mari. Il ne me regardait plus dans les yeux et ne parlait que par phrases courtes. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. C'était comme s'il s'était transformé pendant tout ce processus, et cela me laissait confus et blessé. Il a commencé à se disputer avec moi sans raison apparente. C'était comme s'il avait dressé un mur entre nous, et quoi que je fasse, il refusait de le laisser tomber. Nous étions autrefois si proches, surtout pendant mes traitements, mais à présent, je le sentais s'éloigner. J'ai essayé de lui parler, de comprendre ce qui se passait, mais il devenait sur la défensive ou fuyait la conversation. Ça me faisait mal, car j'avais besoin de son soutien, surtout après tout ce que j'avais traversé. À la place, je me retrouvais à affronter seul des tensions et des disputes que je ne comprenais pas. Cette distance grandissante entre nous a rendu une situation déjà difficile encore plus pénible. J'avais besoin de mon mari émotionnellement, mais il semblait détaché. Les disputes devenaient une ombre constante dans ce qui aurait dû être un moment de guérison et de reconstruction. Je me demandais si l'épreuve de ma maladie et mes décisions chirurgicales avaient détruit notre relation. Était-il plein de ressentiment, ou simplement en proie à ses propres émotions face à mon changement physique et à ma guérison? Je me suis retrouvé à affronter non seulement les conséquences de mon cancer, mais aussi la tension croissante dans notre relation. C'était une période extrêmement difficile, et je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment que quelque chose s'était profondément brisé entre nous. Une nuit, après qu'il soit rentré ivre, les choses ont empiré. J'ai ressenti la tension dès qu'il a franchi la porte. Je l'ai regardé avec inquiétude et lui ai demandé s'il allait bien. Au lieu de me répondre calmement, il a éclaté de rire, un rire amer et moqueur qui résonnait dans la pièce. « Ce n'est pas comme si tu pouvais y faire quoi que ce soit », a-t-il dit. J'étais stupéfaite, sans comprendre ce qui avait provoqué une remarque aussi dure. J'ai insisté, espérant obtenir une explication qui pourrait m'éclairer sur son hostilité soudaine. Il continuait de rire, ses yeux trahissaient son ivresse. J'ai continué à le supplier de me dire ce qui n'allait pas, et il a fini par lâcher quelque chose qui m'a laissé sans voix. « Comment veux-tu que je sois heureux quand je vis avec un homme » a-t-il dit. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il a poursuivi en disant qu'il voulait une femme, mais qu'il avait désormais un homme, parce que j'avais choisi de me faire retirer les seins. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage pendant que j'essayais de comprendre ses mots. Il a continué en disant qu'il détestait me regarder depuis l'opération et qu'il n'éprouvait plus d'attirance pour moi. Malgré mes pleurs, j'ai essayé de lui expliquer que je n'avais pas eu le choix, le cancer est dangereux, et je ne voulais pas revivre cette épreuve. J'avais eu la chance de survivre, mais je ne pouvais pas supporter la peur d'un nouveau danger. Il s'est mis à crier que m'être fait retirer les seins me rendait plus laide. Je n'arrêtais pas de pleurer, écrasé par le poids de ses mots. C'était une réalisation douloureuse, la personne en qui j'avais placé toute ma confiance pour me soutenir durant ma bataille contre le cancer me voyait désormais d'une manière aussi cruelle. Les cicatrices sur mon corps n'étaient pas seulement physiques, elles reflétaient aussi les blessures émotionnelles infligées par quelqu'un que je pensais être à mes côtés quoi qu'il arrive. Cette nuit-là fut pire que celle où j'avais appris que j'étais atteinte du cancer. Pendant que mon mari dormait ivre sur le canapé, j'ai dormi seul dans notre lit. Maintenant que je savais qu'il n'aimait plus mon apparence après la chirurgie, j'avais peur de le perdre pour de bon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, me retournant sans cesse dans le lit. Ce n'est qu'aux premières heures du matin que mon esprit épuisé a fini par céder au sommeil. Le lendemain matin, après cette confrontation douloureuse, tout n'était que confusion et désespoir. Mon premier réflexe, en me réveillant, fut de chercher mon mari, espérant que ses paroles blessantes n'avaient été qu'un horrible cauchemar. J'ai fouillé la maison en l'appelant, mais il était introuvable. En descendant, j'ai remarqué un silence inhabituel. Le canapé où il avait dormi la veille était vide. La panique m'a envahi tandis que je vérifiais chaque pièce, espérant désespérément le voir apparaître et comprendre ce qui s'était passé. C'est alors que j'ai remarqué un mot sur le réfrigérateur. Mon cœur s'est serré en lisant les quelques mots griffonnés sur un petit bout de papier, « J'en ai fini avec toi ». Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai essayé de l'appeler encore et encore, mais sans succès. Ses affaires avaient disparu, sa voiture n'était plus dans l'allée, c'était comme s'il s'était évaporé dans la nature. Sous le choc,
j'ai contacté ses parents, espérant qu'ils pourraient m'éclairer sur sa disparition soudaine. À ma grande surprise, ils étaient aussi désemparés que moi. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient ni de ce qui s'était passé entre nous. C'était un moment irréel de solitude, réaliser que la personne autour de laquelle j'avais construit ma vie avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière elle un vide immense et insurmontable. J'ai appelé mes parents, et ils se sont précipités pour venir me voir. Je leur ai raconté ce qui s'était passé la veille. Mon père était furieux d'apprendre que mon mari m'avait traité d'homme. Ma mère, quant à elle, n'a cessé d'appeler mon mari et de chercher des indices dans la maison. Heureusement, ses parents sont également venus. Ils avaient entendu la panique dans ma voix et avaient décidé de venir vérifier si j'allais bien. Nous étions tous très inquiets. J'étais incapable de fonctionner, mon esprit ne cessait d'imaginer le pire. Honnêtement, la douleur de ce matin-là a surpassé les moments les plus sombres de mon diagnostic de cancer. L'incertitude et la soudaineté de son départ m'ont laissé dévasté, sans aucun moyen de tourner la page. Nous sommes allés au commissariat pour déposer un rapport, mais comme il était adulte, qu'il avait pris tous ses vêtements et sa voiture, il était clair qu'il m'avait simplement quitté. Quand je suis rentré ce soir-là, c'était comme pénétrer dans un vide, un espace autrefois rempli de rire et de chaleur désormais réduit à un silence glacial, celui de l'abandon. Les jours se sont transformés en nuit, et j'ai passé des heures à pleurer, espérant qu'il reviendrait, prêt à s'excuser, ou au moins à m'expliquer. La maison, autrefois pleine de vie, semblait désormais désertée. Je m'accrochais à l'idée que tout cela n'était qu'un terrible malentendu et qu'il reviendrait pour arranger les choses. J'appelais sans cesse son numéro, sentant mon cœur se serrer à chaque appel sans réponse. C'était comme s'il avait disparu de ma vie, me laissant un vide douloureux que ni les larmes ni le temps ne pouvaient combler. Voyant mon désespoir, mes parents ont décidé de rester avec moi quelques jours. Mais il était difficile pour mon père d'aller travailler, car ma maison était loin de la leur. J'ai donc essayé de paraître forte devant eux pour ne pas les inquiéter, et ils ont fini par repartir. Encore une fois, je me suis retrouvé complètement seul, errant dans la maison, trop triste pour faire quoi que ce soit. Les jours qui ont suivi furent marqués par la confusion, le chagrin et un besoin profond de réponse qui m'échappait. Je n'arrivais pas à croire que mon mari, après 10 ans de mariage, avait pu disparaître de ma vie sans un mot d'explication. Finalement, j'ai décidé que c'en était assez. Malgré la douleur, je voulais reprendre ma vie en main. J'ai recommencé l'entraînement et suivi des cours en ligne pour obtenir mon diplôme. Il y a eu beaucoup de séances de thérapie, de pleurs, de crises nerveuses, mais je savais que je devais avancer. Certains hommes m'ont invité à sortir, et j'ai essayé quelques rendez-vous, mais je n'arrivais pas à chasser mon mari de mes pensées. Depuis, j'ai obtenu 2 diplômes et décroché un excellent emploi. J'ai beaucoup guéri grâce à la thérapie et j'ai travaillé dur sur moi-même pour devenir une femme plus forte et plus épanouie. J'ai rencontré Paul par le travail, il était l'un de mes clients, et je n'avais absolument pas l'intention de sortir avec lui. Mais au fil du temps que nous avons passé à collaborer, j'ai remarqué que nous étions attirés l'un par l'autre. Après la fin de notre collaboration et de mon précédent engagement, Paul m'a surprise en m'invitant à sortir. J'ai été flatté, mais j'ai d'abord essayé de refuser, en lui expliquant que je ne cherchais pas à fréquenter quelqu'un. Il a insisté pour qu'on prenne au moins un café ensemble. Cette rencontre a marqué un tournant dans ma vie. Autour d'un café, nous avons parlé de notre passé, de nos rêves, et des épreuves que nous avions traversées. C'était rafraîchissant d'être face à quelqu'un qui écoutait sans juger. J'ai ressenti une connexion que je n'avais plus connue depuis longtemps. Peu à peu, Paul est devenu une source de force et de réconfort, m'aidant à surmonter les blessures de mon passé. Nous partagions nos rires, nos rêves, nos difficultés, et notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond. J'ai compris qu'il pouvait y avoir un avenir avec lui. La gentillesse, la compréhension et la sincérité de Paul m'ont aidé à retrouver confiance en l'amour. Grâce à son soutien, j'ai poursuivi ma thérapie pour affronter les cicatrices et les insécurités laissées par mon mariage raté. Ce n'était pas un parcours facile, mais son appui constant rendait les choses moins effrayantes. J'ai réalisé que, lentement mais sûrement, je tombais amoureuse de lui. Quand j'en ai pris conscience, je me suis sentie si coupable que j'ai appelé ma mère en larmes. Elle m'a réconforté en me disant que chercher le bonheur n'avait rien de mal, surtout après toutes ces années sans aucune nouvelle de mon mari. Suivant les conseils de ma mère, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter la réalité de mon mariage. J'ai contacté la famille de mon mari, qui m'avait toujours soutenu et était resté en contact avec moi. Nous avons eu une conversation sincère, durant laquelle j'ai expliqué ma décision de divorcer de mon mari disparu. Ils ont compris que c'était une étape nécessaire pour mon bien-être, eux qui avaient été témoins de la douleur que j'avais endurée. J'ai ensuite consulté un avocat pour discuter du processus légal de divorce dans le cas d'un conjoint absent depuis longtemps. L'avocat m'a expliqué le concept de « divorce par défaut », une procédure qui permet de mettre fin à un mariage lorsque l'un des époux a disparu depuis des années. C'était une étape de plus vers la clôture de ce chapitre, une formalité nécessaire pour tourner la page officiellement et légalement. Cela a pris du temps, mais j'ai fini par être légalement divorcé. J'étais bouleversé, confuse quant à ce que je ressentais. D'un côté, j'étais enfin célibataire après tant d'années, de l'autre, je me sentais coupable d'avoir divorcé de mon mari. Malgré cela,
j'ai décidé de me concentrer sur ma carrière et sur ma relation avec Paul, qui s'était montré d'une douceur et d'un soutien constant. Au fil de l'année et demie qui a suivi, notre relation s'est encore renforcée. Paul est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés. Il me fait rire d'un rire qui vient du cœur. Son amour est stable et sincère, et il ne craint jamais de montrer au monde combien il tient à moi. J'ai trouvé auprès de lui un bonheur pur qui m'a fait oublier les douleurs du passé. Mes parents, qui ont vécu toutes mes épreuves à mes côtés, l'adorent aussi. En Paul, j'ai découvert un partenaire qui m'accepte tel que je suis, avec mes cicatrices et mon histoire. Alors, quand Paul m'a demandé en mariage il y a 3 mois, j'étais folle de joie. Ce fut un moment magnifique, le couronnement parfait de tout l'amour et du soutien que nous avions partagé. Lorsqu'il s'est agenouillé, mon cœur battait à tout rompre, et les larmes qui me montaient aux yeux étaient des larmes de bonheur et de gratitude. En disant « oui », j'ai eu l'impression de déclarer non seulement mon amour, mais aussi ma victoire sur les épreuves que j'avais traversées. Je brûlais d'impatience à l'idée de passer le reste de ma vie avec Paul, l'homme qui avait ramené la lumière dans ma vie. Avec la bague de fiançailles brillant à mon doigt, je ne pouvais contenir mon excitation. J'ai immédiatement appelé mes parents pour leur annoncer la merveilleuse nouvelle. Leur joie faisait écho à la mienne, et nous avons célébré avec des rires et des larmes de bonheur. Paul et moi avons aussitôt commencé à planifier notre mariage, ravis à l'idée de construire notre avenir ensemble. Le choix du lieu, la liste des invités, les détails de la cérémonie, tout cela est devenu un projet commun qui a encore renforcé notre lien. Aujourd'hui, c'est le jour où je m'apprête à épouser l'homme de mes rêves. Ce devrait être un jour de bonheur. Et pourtant, je suis là, assise dans la salle de bain, en pleurs, en train d'écrire ces lignes. La matinée avait pourtant commencé normalement. J'avais passé la nuit chez mes parents, car les futurs mariés ne sont pas censés se voir avant la cérémonie. Avec ma mère et mes demoiselles d'honneur, nous nous sommes préparés à la maison avant de rejoindre le lieu du mariage. Pendant la séance photo avec mes amis, j'ai aperçu la mère de mon ex-mari entrer. Elle a regardé autour d'elle, m'a vu, et je lui ai adressé un sourire poli. Elle m'a salué de la main, puis s'est approchée de ma mère pour lui parler à voix basse. Les deux se sont ensuite éloignés dans un coin, chuchotant intensément. 10 minutes plus tard, ma mère est venue me voir en pleine séance photo, me disant qu'elle avait quelque chose d'urgent à me dire. J'ai vu son visage, et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je me suis excusé auprès des autres, prétextant avoir besoin d'une retouche. Le visage grave, ma mère a refermé la porte derrière nous. Sentant la tension, je lui ai demandé si quelque chose était arrivé à Paul. Mon cœur battait à tout rompre. Elle a secoué la tête, puis, d'un geste sérieux, m'a invité à m'asseoir. Prenant une grande inspiration, je me suis installé sur une chaise, le regard fixé sur elle, une boule d'angoisse dans le ventre. Ma mère m'a alors dit que, ce matin même, la mère de mon ex-mari avait reçu un appel de mon ex-mari, Chris. Mes yeux se sont écarquillés sous le choc. Ma mère a poursuivi, m'expliquant qu'apparemment, Chris était vivant, qu'il allait bien et qu'il vivait actuellement au Canada, où il avait caché sa présence à tout le monde, y compris à ses parents. La révélation m'a frappé de plein fouet. Mon esprit s'est vidé tandis que j'essayais d'assimiler cette information bouleversante. Ma mère m'a précisé que ses parents étaient aussi stupéfaits que moi, car ils ignoraient totalement où il se trouvait. Seule sa sœur aînée était au courant, car ils avaient toujours été très proches. La raison pour laquelle Chris avait repris contact avec ses parents était qu'il avait appris que j'allais me remarier et voulait me retrouver pour me dire la vérité. Apparemment, il avait essayé de m'appeler plusieurs fois, mais mon numéro avait changé au fil des années. Il avait aussi tenté de joindre ma mère, mais elle avait laissé son téléphone à la maison. En dernier recours, il avait contacté ses parents pour tout leur expliquer. Compréhensiblement, ils étaient furieux qu'il ait disparu de nos vies sans aucune explication. Sa mère, à contre-cœur, s'est alors approchée de la mienne pour lui révéler la vérité, estimant que je devais être mise au courant avant de me marier, au cas où. En entendant tout cela, j'ai ressenti un mélange de choc, de colère et d'un étrange soulagement à l'idée que mon ex-mari était en vie. Mes jambes tremblaient, et je pleure depuis tout à l'heure, pendant que tout le monde m'attend pour la cérémonie. Je suis perdu en écrivant ces lignes. Je ne comprends pas pourquoi Chris a attendu si longtemps pour me dire la vérité. Pourquoi n'a-t-il pas simplement demandé le divorce et disparu comme une personne normale? Toutes ces questions me tournent dans la tête, alors que je ne devrais même pas penser à mon ex-mari le jour de mon mariage. Je voudrais seulement comprendre pourquoi, sachant que j'allais épouser un autre homme, je n'ai pas essayé plus fort de retrouver mon ex-mari. Mise à jour 1. Merci à tous pour les centaines et centaines de commentaires. Je crois que pratiquement tout le monde s'accorde à dire que je ne suis pas la méchante dans cette histoire. Malgré certaines spéculations, j'ai décidé d'aller de l'avant et d'épouser Paul. Évidemment, je suis complètement amoureuse de lui et rien ni personne ne peut se mettre en travers de notre chemin. Paul est désormais au courant du contact de Chris et il est tout aussi perplexe que moi. Quand j'ai écrit ce post la semaine dernière, j'étais submergé par mes émotions. Sur le moment, j'étais confuse et je voulais simplement savoir si j'avais fait quelque chose de mal. Maintenant, avec l'esprit plus clair après avoir lu vos commentaires et parlé avec ma famille, je comprends que je n'ai aucune raison de me sentir coupable à propos de Chris.
Je suis heureuse d'avoir tourné la page pour vivre une relation bien plus saine avec celui qui est aujourd'hui mon mari, Paul, et nous sommes très heureux. Mise à jour 2. Un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour. Je n'avais pas repris contact avec Chris, mais il m'a finalement envoyé un email sorti de nulle part, où il expliquait pourquoi il était parti et essayait de se justifier. Voici ce qu'il a écrit. Je veux commencer par te présenter mes plus sincères excuses pour avoir disparu de ta vie sans explication ni conclusion pendant ces 10 dernières années. J'ai longtemps eu du mal à vivre avec ma décision et avec l'impact qu'elle a eu sur toi. Je veux que tu saches que ce n'était pas une décision facile de te quitter. Je n'arrivais pas à accepter la personne que tu étais devenue après ton opération, même si j'ai essayé de rester. Je n'ai jamais voulu te blesser et j'ai regretté mon choix depuis, mais j'avais trop honte pour revenir et demander pardon. J'espère sincèrement que la vie t'a bien traité durant toutes ces années. Tu ne mérites que le bonheur, et j'espère que tu l'as trouvé, surtout dans ton second mariage. Je comprendrai que tu ressentes de la rancune ou de la colère envers moi. J'aimerais avoir la chance de te parler pour te donner la clôture que tu mérites. N'hésite pas à me répondre quand tu te sentiras prête. Je suis là et prêt à écouter. Je te souhaite la paix et le bonheur, Chris. En recevant cet email, un tourbillon d'émotions m'a envahi. J'étais à la fois incrédule et furieuse qu'il ose me contacter après toutes ces années. Ne sachant pas comment réagir face à ce message inattendu, j'ai décidé d'en parler à Paul. Nous l'avons lu ensemble, conscient qu'il était très étrange que Chris m'écrive. Même si j'ai choisi de ne pas répondre, nous étions d'accord pour dire qu'aucune interaction avec Chris ne pourrait m'apporter quoi que ce soit de positif. J'ai donc décidé de ne pas lui répondre et de bloquer son adresse email. J'en ai aussi parlé avec mes parents, qui comprennent parfaitement ma position. Je ressens désormais une véritable paix intérieure et un sentiment de clôture vis-à-vis de mon passé. Mise à jour 3. 5 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et la vie est restée paisible depuis que j'ai bloqué Chris. Il n'a plus tenté de me contacter, ce qui m'a permis de me concentrer sur toutes les belles choses de ma vie. J'ai récemment découvert que j'étais enceinte, et je ne pourrais pas être plus heureuse de partager cette merveilleuse nouvelle. J'ai hâte de devenir mère et de rencontrer mon bébé bientôt. Cette attente est un bonheur que j'espérais depuis longtemps, et Paul partage pleinement mon enthousiasme. Je voulais partager cette mise à jour joyeuse pour ceux qui suivaient encore mon histoire. Le bonheur inattendu que j'ai trouvé avec Paul m'a prouvé que la vie sait nous surprendre avec de nouveaux commencements, même quand on s'y attend le moins. Et chacun mérite, un jour, de trouver ce genre de bonheur.